Donc, la première session, c'est sur les partenariats avec les ados et les jeunes pour une évaluation culturellement appropriée des programmes de développement pratiques innovantes du Sénégal. Et de plus en plus, les partenariats jeunes adultes dans l'évaluation et la recherche deviennent considérés des bonnes pratiques. Et le nombre croissant des évaluations participatives dirigées par les jeunes montre que les jeunes peuvent être impliqués dans tous les aspects de l'évaluation. Mais comment le faire? Comment commencer? Donc, nous avons une belle expérience aujourd'hui qui met en évidence une évaluation adolescent-adulte au Sénégal, qui est toujours en cours, dirigée par Yako Njone, notre principal présentateur, et suivi de commentaires par Mamadou Ndiaye en tirant de sa riche expérience dans ce domaine. Mais d'abord, quelques réflexions sur les raisons philosophiques et pratiques pour lesquelles nous devrons élargir le paradigme d'évaluation-recherche pour inclure les jeunes. Pour les raisons de développement positif de jeunes, l'engagement dans l'évaluation participe, crée des atouts pour aujourd'hui et le futur. Et Yakor et Mamadou vont en parler plus dans leur présentation, comment le DPG informe les affaires de recherche. Mais à un autre niveau, dans la santé communautaire, nous croyons que les membres de la communauté devraient être impliqués dans la définition de leurs problèmes et solutions. Ceux et celles dont les voix sont moins entendues, qui sont socialement réduits au silence dans leur communauté, souvent les jeunes et les ados, devraient avoir la possibilité de contribuer. Donc, dans notre cas, nous entendons le paradigme de quitter un peu le paradigme ou élargir l'évaluation des programmes destinés aux adolescents à l'évaluation par des adolescents et jeunes de leur programme. Ainsi, nous provoquons une nouvelle réflexion et des nouvelles alternatives en évaluation et recherche qui créent des partenariats significatifs entre adultes et adolescents, the meaningful youth engagement, pour le faire. Et ces partenariats peuvent aider à remettre en question les croyances et attitudes, comme les ados et les jeunes sont incapables de participer à l'évaluation, où ils ne peuvent pas être sérieux, n'ont pas de capacité analytique. Donc, Yakor et Mamadou partagent l'expérience du Sénégal aujourd'hui pour encourager votre réflexion ici au niveau de corps sur l'implication des jeunes dans l'évaluation et recherche de leur propre programme. Avant de passer la parole, je voudrais reconnaître aussi la contribution importante de l'Association sénégalaise de l'évaluation, Sénéval, à la promotion de ce genre de démarche évaluative à travers son groupe thématique Évaluation Enfance-Jeunesse, dont nos deux présentateurs sont des co-coordinateurs. Yakor, à vous. Bonjour à tous. Comme l'a bien dit Suzanne, je m'en vais vous présenter une expérience de partenariat avec des adolescents et des jeunes pour une évaluation culturellement appropriée des programmes de développement. Il s'agit d'une pratique innovante mise en œuvre au Sénégal par le projet Feed the Future Sénégal Jeunesse en agriculture. C'est un projet financé par l'USAID et mis en œuvre par Virginia Tech University. C'est un projet de 5 ans qui a démarré en novembre 2017 et qui doit se terminer en 2022. Le projet a pour objectif global d'accroître l'engagement des jeunes dans la croissance économique au Sénégal. Cela se fera à travers les deux composantes du projet. D'abord, nous allons soutenir l'institutionnalisation et la mise en échelle de programmes nationaux de développement positif des jeunes. On va y revenir tout à l'heure. Et la deuxième composante du projet vise à améliorer les offres de formation professionnelle et technique, et cela pour créer des opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat durables et stables pour les jeunes, en particulier dans les chaînes de valeur et les marchés agricoles. Donc, dans la mise en œuvre de ces différentes activités, le projet a démarré un processus d'évaluation et de recherche participative impliquant les jeunes depuis octobre 2019. L'objectif global de cette expérience est d'engager de manière significative les jeunes dans la recherche et l'évaluation des programmes de jeunesse en agriculture, c'est-à-dire du projet, et surtout des questions relatives au développement et à l'emploi des jeunes au Sénégal dans l'agriculture au sens large.
Et pour cela, nous avons visé 3 objectifs spécifiques. D'abord, la mise en pratique de l'importance de la voix des jeunes, de leur leadership et de leur participation dans les principes de développement positif des jeunes. Ensuite, nous avons visé la formation d'une quinzaine de jeunes leaders qui ont entre 17 et 31 ans. Il s'agit de jeunes issus des clubs Katash, c'est-à-dire des clubs de développement positif que le projet a eu à créer dans les institutions partenaires et dans les communautés. Il s'agit des centres de formation professionnelle et technique, des universités et des communautés avec lesquelles nous travaillons. Donc, ces jeunes ont été encadrés, ont été formés de telle sorte qu'ils savent comment bénéficier des organisations mandatées pour leur servir. Les jeunes leaders également ont été formés pour maîtriser tout autour des concepts de développement positif des jeunes, de recherche-action participative, de l'évaluation participative impliquant les jeunes et surtout par rapport à l'évaluation sensible à la culture et aux méthodes décolonisantes et postcoloniales. Et tout à l'heure, on verra que ces jeunes-là ont eu, sous notre direction, à créer des méthodes, des approches décolonisantes. Toujours par rapport à aux objectifs que nous poursuivions en mettant en œuvre cette activité, nous avons voulu, durant tout le processus, travailler ensemble, c'est-à-dire le projet, ses partenaires et surtout les leaders. En tant qu'équipe, nous avons, à travers différentes activités, dont des ateliers de formation, apprendre ensemble d'abord, ensuite planifier et mettre en œuvre des équipes participatives sur le terrain. Et dans ce cadre-là, on a eu à vraiment innover en termes de partenariat d'abord, parce que c'est des partenariats dans lesquels les jeunes leaders sont les acteurs du terrain. Ils s'organisent et adoptent des approches qui conviennent à leur milieu. Ensuite, on a fait en sorte que ce soit un partenariat vraiment équilibré dans la mesure où on a tenu compte des initiatives prises par les jeunes individuellement ou collectivement. Et les jeunes leaders ont eu aussi à développer des compétences en recherche et en évaluation, ce qui n'était pas évident vu leur âge. Et il s'agit de jeunes aussi venant des zones rurales, venant des zones périurbaines. Et aussi, on a voulu faire en sorte que les résultats soient utilisés pour améliorer au fur et à mesure que nous déroulons les activités du projet, les résultats des différentes études vont nous permettre de faire une gestion adaptative, c'est-à-dire que les 2 composantes du projet vont tirer les leçons du processus que nous avons enclenché avec nos jeunes leaders. Donc, ici, on présente les cadres de compréhension de la recherche impliquant les jeunes. Et dans notre processus, nous avons voulu faire en sorte que les jeunes soient nos partenaires. C'est-à-dire que les jeunes puissent être entièrement impliqués dans tout le processus, dans toute la chaîne de la recherche, de la définition des questions de recherche, à la définition des méthodologies, à la dissémination des résultats. Donc, les jeunes sont partie prenante. Et pour cela, on a eu à sélectionner des jeunes qui déjà avaient une connaissance dans la recherche, dans l'agriculture au sens large. Et c'était des jeunes aussi, comme je l'ai dit, qui sont partie prenante des activités du projet, en ce sens qu'il s'agissait de jeunes qui ont eu à être non stagiaires ou qui sont des leaders certifiés, des formateurs certifiés au sein des clubs Katash qu'on a eu à créer depuis 2015 à travers le projet. Donc, le projet a eu à faire une phase pilote durant laquelle ces jeunes-là ont pu être formés. Et parmi toute cette crème de jeunes, on a sélectionné une quinzaine pour la première cohorte de jeunes qui seront impliqués dans cette recherche-action participative. Donc, dans notre approche aussi, on a voulu faire en sorte que toutes les caractéristiques d'un programme de développement positif de qualité soient mises en œuvre. D'abord, on a tenu compte des besoins des jeunes en termes de sécurité psychologique et physique. Et aussi, comme il s'agissait parfois de jeunes mineurs, on a eu à avoir le consentement, à faire signer des formulaires de consentement à leurs parents, à leurs autorités au niveau des structures de formation dans lesquelles ces jeunes sont inscrits. Et aussi, même dans le choix des lieux, des activités, on a choisi des structures appropriées. On a vraiment aussi tenu à soutenir l'efficacité et l'importance de mettre en
phase les besoins de ces jeunes-là avec les activités qu'on veut mettre en place. Donc, durant tout le processus, on a cherché à connaître leurs besoins pour vraiment les impliquer le plus possible et aussi profiter de leurs connaissances et de l'apprentissage aussi par les pairs. Donc, on a intégré les efforts de ces jeunes, de leur communauté, de leur famille, de leur école dans notre processus d'apprentissage. Vous pouvez y aller. Donc, toujours par rapport à l'évaluation sensible à la culture, on a fait en sorte, comme sur la base de cette citation de Medoune Abdoulaye Fall, faire en sorte que les jeunes puissent procéder à la critique, avoir des méthodes d'interrogation et de transformation sociale, et aussi veiller toutefois à ne pas tomber dans un curieux occidentalocentrisme. C'est-à-dire, cela réduit les efforts de rupture des chercheurs africains à de simples prolongements de la pensée occidentale. L'idée ici, c'est que les jeunes ancrés dans leur contexte, que ce soit des contextes urbains, que ce soit des contextes ruraux, qu'ils puissent vraiment, à partir de leurs problématiques qu'ils vivent au quotidien, essayer de trouver des solutions et aussi essayer de trouver des approches, des méthodes qui vont leur permettre de venir faire un service à la communauté. Voilà. Donc, toujours dans ces différentes activités qu'on a eu à faire avec les jeunes durant ces presque 1 an et demi, on a eu à les accompagner pour qu'ensemble, on puisse aller vers la co-création de questions d'apprentissage, de questions d'évaluation. Donc, les jeunes sont venus sur la base de leur centre d'intérêt et sur la base aussi des questions d'apprentissage sur lesquelles les projets devaient travailler. On avait une vingtaine de questions. On a eu un processus de sélection à travers des brainstorming et aussi d'autres approches participatives qu'on a utilisées pour connaître les intérêts des jeunes et on les a confrontés avec les besoins de recherche et d'évaluation du projet. Et au terme du processus, on avait une vingtaine de questions d'apprentissage. 4 questions ont été retenues par les jeunes et ces questions sont des questions issues à la fois du plan de suivi et d'évaluation du projet, mais aussi des centres d'intérêt des jeunes qui ont pris en compte leurs préoccupations et surtout les préoccupations des communautés à partir desquelles ils sont issus. Donc voilà, ils travaillent en ce moment sur les questions d'apprentissage et d'évaluation suivantes. D'abord, la première question, c'est comment les bonnes pratiques pour le développement positif des jeunes et l'innovation dans le système d'enseignement et de formation professionnelle et technique peuvent-elles être adaptées au contexte sénégalais d'une manière sensible à la culture? La deuxième question d'apprentissage, c'est quel est le niveau d'engagement des jeunes dans l'agriculture au Sénégal? Et une autre question concerne comment le projet Jeunesse en agriculture aide les jeunes à se préparer de manière holistique à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Ici, c'est les 2 composantes du projet qui sont vraiment des composantes complémentaires. D'abord, on aide le jeune à acquérir des compétences de vie et au-delà de ces compétences de vie aussi, il doit acquérir des compétences techniques pour faire face au marché du travail. Donc, on cherche à connaître comment, à travers les 2 composantes du projet, on a vraiment préparer le jeune à faire face au marché de l'emploi ou bien à même créer des emplois, c'est-à-dire à entreprendre. Et enfin, la dernière question concerne le programme de développement positif des jeunes, le programme CATAGE. Et la question est de savoir, ce programme permet-il aux jeunes d'acquérir les connaissances et des compétences de vie? Donc, après avoir choisi ensemble ces questions de recherche sur lesquelles les jeunes vont travailler, ils ont eu à développer, à tester des approches autochtones et décolonisantes pour collecter les données. Donc, la vidéo qui va suivre va vraiment étayer le processus qui a vu la création de ces 2 méthodes que les jeunes ont eu à créer sous notre direction. Je vais essayer de partager à nouveau mon écran. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités de suivi... Là, j'entends. Est-ce que vous l'entendez? Le projet de Future Jeunesse en agriculture... Oui, on l'entend. Oui. Est-ce que vous pouvez recommencer au début? Mais aussi à son utilisation pour évaluer les recherches sur le développement positif des jeunes et les questions connexes au Sénégal. Ainsi, un processus de co-conception et co-direction d'une approche d'évaluation participative
impliquant les jeunes et adapté à la culture, mais aussi axé sur une initiative de développement positif des jeunes au Sénégal, a démarré depuis plus d'1 an. Dans cette optique, l'approche du projet a consisté à collaborer avec des jeunes pour développer et adapter une approche reposant sur des méthodes autochtones et décolonisantes, dans le but d'obtenir des résultats d'évaluation plus valides, plus éthiques et plus crédibles sur les processus et impacts du programme de développement positif des jeunes. Dès lors, nous nous sommes constitués en une équipe composée de jeunes garçons et filles âgés de 17 à 31 ans provenant des écoles et universités partenaires du projet Feed the Future Jeunesse en agriculture. Cette équipe dont je suis membre s'est rencontrée pour la première fois le 14 et le 15 octobre 2019. Après plusieurs rencontres, nous sommes arrivés à concevoir 2 méthodes d'évaluation autochtones décolonisantes, appelées méthode Coach Barma et méthode Ataya. Sur cette vidéo, nous allons vous montrer quelques images illustratives de ces 2 méthodes. Nous précisons que la méthode Ataya est inspirée de nos réalités culturelles liées à l'hospitalité sénégalaise. Elle est composée de 4 voies. La voie consensuelle, la voie dissimulée, la voie avec un complice, la voie mixte, qui nous semble être efficace pour une collecte de données. Elle se fait pour former de focus group, mais avec des techniques qui peuvent favoriser une participation active des enquêtés. Elle peut être utilisée sur différents groupes d'individus et grâce à la pluralité de ces voies, elle peut être adaptée sur tout groupe de personnes, quel que soit leur âge et le genre. Toujours en phase de conceptualisation, elle n'est donc pas encore mise en pratique, car comme tout travail scientifique, des ajustements se font de temps à autre. Cependant, des hypothèses ont été émises par rapport à ces avantages et limites qui seront confirmées ou infirmées lorsque nous procédons à la phase test une fois que le contexte sanitaire nous l'aura permis. Merci. Voilà, la vidéo a illustré le processus et surtout comment les jeunes sont arrivés à créer ces méthodes. La méthode Ataya, pour résumer, est basée sur le fait qu'autour du thé, Ataya, qui est une boisson chaude partagée après les repas au Sénégal, les jeunes vont essayer de collecter les données de manière vraiment conviviale. Donc, c'est un prétexte pour réunir, discuter, passer du temps ensemble et surtout créer un climat pour collecter les données et nouer de nouveaux contacts, faire des rencontres pour répondre aux problématiques de recherche auxquelles les jeunes font face. Et il faut noter que au-delà du Ataya, les jeunes pensent qu'ils pourraient utiliser toute autre boisson selon la localité ou bien selon les cultures dans les localités où ils auront à collecter les données. Donc, de manière adaptative, ils vont vraiment chercher à collecter les données de manière très conviviale. C'est vraiment le mot-clé autour de ce concept Ataya. Par rapport à l'autre méthode, la méthode Coach Barma, il faut noter que Coach Barma est un penseur philosophe sénégalais qui a vécu au XVIe siècle et il est l'auteur de plus de 5000 adages ou maximes. Donc, à travers les citations et écrits de Coach Barma, les jeunes vont parler autour de thématiques qui touchent l'économie, la politique, la vie sociale en général. Et une citation de Coach Barma va leur servir de phrase d'accroche, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser une citation pour entamer le débat, enclencher les discussions. Et à chaque fois, ils feront en sorte d'utiliser une citation adaptée à la problématique de recherche. Comme ils l'ont dit dans la vidéo, ces méthodes autochtones décolonisantes sont en cours d'affinement. Ils sont en train de faire en sorte d'avoir vraiment l'approbation scientifique nécessaire. Et vu le contexte également, ils n'ont pas pu vraiment aller sur le terrain encore ils ont pu le tester, la vidéo l'a montré, mais ils l'ont testé entre eux dans leur communauté immédiate. Mais ils ne sont pas allés sur le terrain à proprement dit, c'est-à-dire dans les zones d'intervention du projet pour faire la collecte de données. Allez-y.
Donc, rapidement, pour conclure par rapport à ces méthodes et surtout par rapport à cette activité d'évaluation et de recherche impliquant les jeunes, à travers cela, nous avons voulu montrer l'importance de faire des évaluations menées par les jeunes et pour les jeunes dans le cadre du développement en général et surtout en ce qui concerne l'agriculture. Au Sénégal, on a eu connaissance d'évaluations dans lesquelles les jeunes sont impliqués, mais pas tout au long du processus, mais également ils étaient impliqués juste en tant qu'acteurs, personnes interrogées. Mais ici, on a fait en sorte que les jeunes définissent d'abord les problématiques qui les intéressent, qu'ils soient auteurs ou co-créateurs des approches, qu'ils aient vraiment leur mot à dire. La voix des jeunes était vraiment au sens de notre approche, au cœur de notre approche, pour que les jeunes leaders qui ont été accompagnés puissent avoir les outils adaptés à leur milieu, mais aussi au contexte. Et aussi, surtout, on a voulu faire en sorte que ces jeunes-là puissent, à travers notre processus, former d'autres jeunes. L'idée, c'est qu'au terme de cette première étape, que ces mêmes jeunes puissent être les coachs ou bien les mentors d'autres jeunes qui vont être également formés par le projet et qui vont également s'intéresser à d'autres questions de recherche. Donc, cette expérience sera également utilisée comme il s'agit d'un processus innovant, afin de contribuer à la connaissance sur l'implication des jeunes à l'évaluation et à la recherche. Et pour cela, un guide est prévu, un guide de bonne pratique est prévu et il sera disséminé auprès de tous les acteurs de l'écosystème qui s'intéressent à l'implication des jeunes dans l'évaluation et la recherche. Il faut noter également qu'on a dû s'adapter au contexte de la pandémie. Les jeunes ont pu vraiment aller jusqu'au bout dans la définition des questions de recherche et aussi dans le test de leur approche, de leur méthodologie, mais ils n'ont pas encore pu aller sur le terrain. La dernière activité qu'on a tenue avec eux, les dernières activités du mois, on a dû les tenir à distance à travers Zoom, Skype ou tout autre moyen de connexion virtuelle. Et l'idée maintenant, c'est d'aller vers des collectes de données de manière virtuelle pour ne pas trop de temps parce qu'on a dû attendre 6 à 9 mois sans avoir aucune activité et le contexte de la pandémie au Sénégal ne leur permet pas d'avoir des rencontres en personne, des rencontres physiques. Donc là, on est en train de les accompagner pour s'adapter au contexte de la pandémie. Ils vont avoir des outils de collecte, des questionnaires, des guides d'entretien qu'ils pourront envoyer par email ou faire des entretiens téléphoniques. Et dès que le contexte va le permettre, l'étape suivante va consister à tester les méthodes sur le terrain dès que le contexte le permettra pour aller proprement vers une recherche-action participative. Voilà, merci beaucoup. Je pense que je vais passer la parole à Mamadou qui va continuer avec son expérience. C'est seulement de vous avertir que vous avez 5 minutes qui restent. Donc, je crois qu'il y a peut-être un temps pour quelques questions de l'audience, mais à la fin. Vas-y. Merci beaucoup, Suzanne. Merci beaucoup, Yaiko, pour cette très brillante présentation qui partage l'expérience de votre projet mis en œuvre au Sénégal. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, pays de la Teranga, situé sur l'extrémité ouest. Donc, et je pense que vous avez bien illustré cette teranga-là qui veut dire accueil chaleureux et en utilisant des aspects que les jeunes aiment bien, le thé pour partager des idées, des informations. Moi, en tant que discutant sur 3 ou 4 minutes, je reviendrai un peu sur quelques points forts et quelques points faibles de la participation globale des JADO et des jeunes en matière d'évaluation au Sénégal. Je rappelle qu'en tant que spécialiste suivi et évaluation, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années sur des programmes impliquant les adolescents et les jeunes dans la recherche et surtout notamment dans les programmes de santé. Maintenant, mon intervention sera seulement en 2 dias que vous pouvez projeter. La première est ici présentée. Ça montre un peu la participation des adolescents et des jeunes dans différentes étapes et phases d'une évaluation. Et d'abord, commencer par dire que la participation des adolescents et des jeunes, comme le dit la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est un droit. Et ce droit doit pouvoir s'exercer quand aussi il s'agit de faire une évaluation de projets
impliquant les jeunes. Et quand nous parlons de participation des enfants, des adolescents et des jeunes à une évaluation, on parle d'une participation qui est d'abord libre, une participation éclairée parce que le jeune a suffisamment d'informations, d'une participation significative où les jeunes ne font pas seulement de la figuration, d'une participation pertinente qui suppose que les enfants et les jeunes sont suffisamment outillés pour participer, mais aussi d'une participation normée, c'est-à-dire donc d'une participation avec tout ce qu'il y a comme caractère et valeur scientifique. Avant d'en arriver au DIA, ce qu'on pourrait remarquer de façon globale, issu de mon expérience, c'est que dans les projets de façon globale, les jeunes ne sont pas impliqués dans toutes les étapes impliquant une évaluation. Pourquoi cela? Ce qu'on pourrait prendre comme constat, comme point faible ou aspect à améliorer, on voit que dans un premier temps, les jeunes sont faiblement impliqués dans toutes les phases d'évaluation. Les jeunes ne sont pas impliqués au moment de la préparation de l'évaluation, dans la mise en œuvre de l'évaluation un peu plus et rarement dans la restitution, dans la capitalisation, dans la production de l'évaluation. On remarque aussi que les jeunes jouent très souvent le second rôle. On remarque aussi qu'il y a une trop grande place pour les professionnels, les adultes et les accompagnants des jeunes. Le plus souvent, les outils qui sont utilisés pour les évaluations et des programmes de jeunes ne sont pas adaptés aux réalités des jeunes. Par exemple, l'intégration des outils avec les TIC de façon globale. On voit aussi que parfois les jeunes, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment impliqués, ne sont pas suffisamment formés, n'ont pas d'expérience, ont de faibles capacités rédactionnelles, ont peu d'occasions ou d'espace pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir montrer leur capacité, leur potentiel en conduite de projet. Mais aussi, le plus souvent, si c'est dans la dernière phase, la phase de validation, les jeunes sont impliqués, mais de façon passive, dans les ateliers de validation, et c'est juste pour faire de la figuration, ce qui fait que les jeunes manquent de confiance, les jeunes ne partagent pas leur expérience, les jeunes parfois diffusent de fausses informations et donc de mauvaises informations qui ne vont pas beaucoup servir à l'évaluation dans certains projets. Donc il y a beaucoup de points faibles qu'on note dans la participation des enfants et des jeunes. Maintenant, pour arriver, oui. Il faut clôturer, Mamadou, il faut clôturer pour donner le... Oui. Oui, donc je termine par dire que ce qu'on remarque, c'est pourquoi il faut impliquer les enfants au début, c'est parce qu'on a besoin de l'information des jeunes, on a besoin de leur adhésion, ça suscite leur intérêt, ça leur donne plus confiance et ça permet de prendre en compte leurs avis sur des innovations. Pourquoi les impliquer pendant les évaluations? Parce que ça permet une meilleure compréhension, ça donne l'exactitude dans les débats entre jeunes, plus de créativité, plus de confiance dans ces débats. Et chaque image renvoie à un projet, malheureusement, le temps qu'on a ne pourra pas nous permettre de pouvoir expliquer. L'image renvoie à chaque projet, mais ici, on voit que la photographie est utilisée, l'écriture est utilisée, les entretiens et autres sont utilisés pour débattre. Slide suivante. Last slide, please, Ali, et il faut clôturer. Oui, c'est la dernière slide. Et maintenant, le fait d'impliquer les jeunes dans la phase de capitalisation, de rédaction, leur permet d'avoir un meilleur engagement, d'avoir une confiance en soi, de renforcer leur capacité, de les responsabiliser et de favoriser la redevabilité. Et pour moi, donc, c'est assez important car les jeunes doivent être davantage impliqués dans les et de projets parce que cela permet de développer une philosophie de travail qui favorise leur épanouissement et ça permet de mieux utiliser le potentiel de ces jeunes pour développer des techniques et outils de manière culturelle pertinente et qui permettent d'avoir des informations assez solides. Donc j'avais juste 3 minutes. Je m'excuse si je n'ai pas développé. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment on fait dans les sessions, mais c'est clap représente le remerciement de tous qui assistent dans la salle. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faut qu'on passe à la deuxième présentation. Donc, ce que je propose est pour les gens, il y a déjà les participants qui ont commencé à commenter dans le chat box. Continuez à commenter si vous posez la question et nous pouvons retourner à la fin, peut-être même par un email de suivi ou quelque chose qui répond aux questions. OK, merci beaucoup. Ça, c'est intéressant, le travail que vous faites là-bas. Donc, nous passons à la deuxième présentation et vous voyez sur l'écran
que c'est qui influence les normes liées à la santé des adolescents, comment intégrer ces gens dans les programmes de santé. Et encore Suzanne Igres, mais cette fois-ci, je parle le mot de modératrice. Je vais commencer en partageant les résultats d'une analyse comparative sur le qui pour commencer la session. Et ensuite, Hippolyte Morkanza de Save the Children International et Eric Mafuta de Kinshasa School of Public Health en RDC partageront leurs expériences et recherches de bien grandir plus en RDC et comment une intervention de changement de normes, des interventions engage les agents de changement critique. Et nous voudrions ensuite vous poser les questions, vous dans l'audience, questions sur vos expériences et comment les projets CSC peuvent mieux impliquer ces agents qui jouent un rôle important dans le changement de monde. Donc, que voyez-vous dans cette photo concernant la façon dont les normes sociales peuvent influencer le comportement? Que voyez-vous maintenant? Il y a ces jeunes garçons qui transportent l'eau, au loin un groupe de femmes transportant de l'eau. Mais pourquoi ne marchent-ils pas tous ensemble? Et ces comportements est-il conscient ou est-ce que juste la façon dont la vie est? Une définition aide à expliquer la photo. Les normes sociales influencent la façon dont les gens pensent, perçoivent et se comportent. Les gens se conforment à une norme s'ils croient que les autres la suivent ou s'ils croient que les autres s'attendent ou préfèrent qu'ils le fassent. Regardez les personnes sur l'écran à droite aussi. Ces pensées aident à montrer pourquoi il a peut-être plus d'enfants qu'il en veut vraiment. Il devient plus clair comment ses relations avec les familles et ses pairs et la communauté dans son ensemble peuvent influencer ses attitudes et ses décisions sur la taille de la famille. Donc, vous voyez le monsieur, enfin, ces réflexions, mes amis, pensent qu'il est socialement valorisant d'avoir beaucoup d'enfants. Et ces réactions peuvent agir sur ces réflexions. J'aimerais avoir seulement 2 enfants, mais je vais peut-être en avoir plus, vu que tout le monde en a plus de 2. Donc, les interventions de changement de normes visent à travailler au niveau de l'influence sociale des amis et des pairs. Donc, ça nous amène aussi à un groupe important qui influence les comportements, les groupes sociaux de référence, comprend tous ceux qui comptent pour influencer un individu dans une certaine situation. Donc, ces groupes sociaux de référence varient selon le comportement, mais ce sont les individus qui le groupe social écoute, donnent les informations et des conseils, influencent les attitudes, les comportements et les décisions d'un groupe spécifique. Ces groupes sociaux de référence dictent les normes, représentant un comportement correct. C'est pourquoi il est important d'identifier le ou les groupes sociaux de référence de votre population cible dans les programmes de CSC. Donc, une façon de le voir, peut-être, et les projets CSC à gauche, enfin, ils sont conçus pour changer le comportement individuel, mais pour vraiment changer les croyances communautaires, il y a deux groupes qui sont critiques pour la tâche, les animateurs, les agents de changement social et le groupe de référence, pour susciter le changement de normes. Donc, la question qui nous pose, et c'est ça que nous allons partager avec vous, et nous venons de terminer d'un passage une analyse comparative où nous cherchions à mieux comprendre comment les interventions de changement de normes suscitent un changement de normes. Précisément, nous avons voulu mieux comprendre c'est qui. Donc, voici, enfin, je passe rapidement, mais nous avons fait une analyse de 4 projets soutenus par le projet Passage, chacun conçu pour changer les normes. Tous travaillent au niveau communautaire avec les différents groupes cibles d'adolescents et de jeunes avec différents objectifs de projet. Tous étaient intéressés par le changement des attitudes et les normes de genre. Et tous avaient une bonne base de données, projet recherche appliquée pour renforcer l'analyse, les théories de changement, les évaluations, les études rapides d'apprentissage données et les données du système suivi et évaluation. Donc, nous voyons d'abord les agents de changement social. Souvent, nous les appelons les animateurs, surtout en Afrique francophone actuellement.
Donc, les mécanismes de changement font partie intégrante des activités de projet qui provoquent le changement. Et vous voyez la définition sur l'écran, que les mécanismes ont deux parties constituantes. Oui, les ressources du projet, les activités, mais aussi ces agents de changement, ces animateurs, plus la manière ces ressources changent le raisonnement des participants. Mais comment leur contribution contribue-t-elle au changement de normes? Donc, un grand constat, nous cherchions un peu de comprendre quels étaient les mécanismes de changement de normes. Donc, les agents de changement social mettent en œuvre des activités de projet conçues pour conduire un nouveau raisonnement chez les personnes au sein du groupe à travers les générations. Donc, par exemple, la mise à disposition des informations, ça fait partie d'une activité qui est menée par un animateur avec le but, le résultat de changer le raisonnement, améliorer la qualité de la réflexion critique sur les normes et les comportements. Pareillement, pour approche dialogique et expérientielle qui permettent aux réflexions critiques ancrées dans la vie réelle. Réunions au sein de la village, soit intergénérationnelles, chez les femmes, les hommes mixtes, pour égaliser les infos et réflexions de mieux comprendre le voie communautaire. Différents groupes par âge, sexe, groupe social. Donc, les agents sont critiques, les animateurs sont critiques pour faire marcher ces mécanismes de changement. Donc, l'analyse a montré avec les 4 projets, qu'il y a 2 niveaux des agents, soit le personnel, soit les membres de la communauté, les volontaires. C'est intéressant dans la façon que ces agents lancent des activités ou se joignent pendant la mise en œuvre après leur engagement, après le changement dans la façon de raisonner un peu en réaction aux activités. Mais la manière dont les animateurs suscitent le changement est pour nous assez intéressant. Donc, ils poursuivent et approfondissent les discussions de réflexion et diffusion de nouvelles idées. Et ils soutiennent l'émergence de nouveaux agents de changement, des membres de la communauté. Donc, ces animateurs, leur rôle diffère du rôle d'un relais communautaire ou peut-être les éducateurs pairs. C'est une optique différente avec un but différent. Le deuxième groupe maintenant, qui est critique pour la réussite de ce type de projet CSC, c'est le groupe de référence sociale. Rappelez-vous que ce sont les individus qui, le groupe social écoute, donnent les informations et des conseils, influencent les attitudes, les comportements et les décisions d'un groupe spécifique. Les groupes sociaux de référence dictent les normes, représentent un comportement complet. Donc, voici quelque chose de très détaillé, mais j'insiste au moins passer rapidement sur ça. Donc, voici une théorie de programme, une théorie programmique, oui, theory of change, une théorie de changement de comportement qui a été établie pour bien grandir avec les activités à gauche, les résultats escomptés en haut, à droite. Mais ce qui est intéressant est avec notre interrogation de comment ces groupes de référence agissent pour appuyer le changement de normes, toutes les carrés bleus clairs démontrent où ils sont visibles publiquement pour changer les attitudes, pour renforcer le changement d'attitudes et comportements qui changent les normes à travers leurs propres activités et actions. Donc, l'analyse a dit parmi les 4 projets qu'il y a des similitudes. Les types de groupes de référence pour les différents comportements étaient les pères, les membres de la famille et des adultes respectés qui changeaient selon l'optique du projet. Et ce type de projet engage de différentes manières les groupes de référence, groupes sociaux de référence en tant qu'agents de changement directement dans le projet même, la stratégie du projet en tant que participant aux activités, mais aussi indirectement via diffusion. Et encore, les choses intéressantes pour nous, c'est la manière dont les groupes de référence, groupes sociaux de référence suscitent le changement. Donc, c'est à travers une modélisation publique, l'engagement public qui est associé
associé avec une émergence de la solidarité même du groupe vis-à-vis de la santé de la reproduction et l'engagement public était élargir les boucles de rétroaction, les feedback loops qui soutiennent le changement et même la pérennisation. Donc, la synthèse et ces deux acteurs clés de qui influencent l'un au sein de la mise en œuvre de lycéens, l'autre plus souvent à l'extérieur du projet qui recevoir un peu les activités dans la communauté. Les deux sont influentes et leur façon d'adapter les nouvelles façons de raisonner, chacun avec des rôles différents, contribue au changement de normes. Mais passons à un exemple plus pratique. Nous partageons avec vous le programme BG+, Bien Grandir Plus, et les résultats d'une recherche sur les groupes sociaux de référence et les questions des programmes qui se sont posées. Car nous voulons vous poser ces questions après la présentation. Donc, voici. Hippolyte. Merci, Suzanne. Moi, c'est Hippolyte. Je travaille pour Save the Children en RDC, donc à Kinshasa. Je vais vous présenter ici l'économie de travail que nous faisons avec le projet Bien Grandir Plus, qui est un projet de santé de la reproduction de l'adolescent, mais basé sur la transformation de normes sociales qu'on vient de voir tout à l'heure. Et il est entièrement financé par Affaires mondiales Canada. Et nous le considérons comme une mise à l'échelle du projet Passage, donc du projet Bien Grandir qui est dans Passage. Donc, nous l'avons étendu à d'autres zones d'intervention, mais aussi nous avons considéré une nouvelle tranche d'âge. Le projet de Passage prenait la tranche d'âge de 10 à 14 ans, mais celui-ci prend deux types d'adolescents. Les très jeunes adolescents qui ont moins de 14 ans, donc de 10 à 14 ans, et les adolescents âgés qui ont 15 à 19 ans. Et une autre innovation pour ce projet, c'est que ce projet a aussi un paquet clinique d'activités au niveau des formations sanitaires. Donc, ils appuient l'offre de services de qualité de santé de la reproduction aux adolescents. Alors, ce projet a identifié de références, comme on vient de voir tout à l'heure, et il en a identifié 5 types. Il y a d'abord les parents, il y a l'école, il y a le système de santé, mais il y a aussi les autres membres de la communauté. Et nous allons présenter ici les interventions que nous faisons avec chaque groupe identifié comme référence sociale. Déjà, pour les adolescents eux-mêmes, nous avons 2 types d'activités. Nous avons les activités au niveau scolaire, au niveau de l'école, où nous appuyons la dispensation du cours d'éducation à la vie familiale, qui est en fait un cours qui renforce les compétences psychosociales des adolescents, donc qui aborde le problème de la santé et de la reproduction. Nous aidons le pouvoir organisateur, dont l'État, ceux qui sont dans l'enseignement, à bien dispenser ce cours en mettant à leur disposition des outils nécessaires comme support didactique, mais aussi à vulgariser le programme national qui a été conçu par le gouvernement. Mais aussi avec un groupe d'adolescents, nous les organisons en club, nous appuyons la mise en place de clubs de jeunes et leur fonctionnement. Le club, c'est 25 à 30 adolescents qui se mettent ensemble, qui discutent une fois par semaine sur un sujet en rapport avec leur santé de la reproduction. Donc, c'est ça que nous faisons avec les jeunes. Ces clubs sont au niveau scolaire. Nous travaillons avec 250 écoles, mais nous avons aussi des clubs au niveau communautaire dans les 35 quartiers d'intervention où nous sommes à Kinshasa. Donc, nous avons dit 2 types d'adolescents, les plus âgés et les moins âgés. Et pour chaque type d'adolescent, nous avons des outils adaptés, suivant leurs besoins. Et comme référence sociale, nous avons le parent qui sont au centre de l'intervention, qui ne doivent pas s'ériger en obstacle. Avec le parent, le projet a conçu des vidéos pour susciter des discussions entre le parent des enfants qui sont membres du club, pour voir comment leur donner un peu plus de compétences pour discuter de ces questions avec les enfants, mais aussi comment ils peuvent aider leurs enfants à avoir une bonne connaissance de leurs problèmes de la reproduction, de santé de la reproduction. Et avec les enseignants, nous avons déjà dit, nous accompagnons les enseignants qui dispensent le cours d'éducation à la vie familiale, nous renforçons leurs capacités, mais nous donnons le support pour que ce cours soit bien donné. Et nous insistons avec la thématique, avec la présence de la pandémie Covid, nous avons adapté quelques approches. Nous appuyons même la dispensation du cours à distance à travers la chaîne de télévision pour que les enfants puissent avoir les informations. Et nous avons aussi appuyé les émissions
au niveau communautaire et interactive au niveau des radios communautaires sur la santé de la reproduction des adolescents. Voilà ce que nous faisons avec les parents, mais les enseignants, on a aussi dit tout à l'heure, mais il reste le niveau du système de santé. Au niveau du système de santé, nous appuyons aussi les services de soins à avoir des compétences pour aborder ces questions avec les adolescents, donc à leur offrir des services de qualité, mais à leur adapter à leur âge et à leurs besoins, tout en tenant compte de la dimension genre. Et pour ça, nous renforçons les capacités des prestataires, nous dotons les formations sanitaires en entrant et nous avons même mis en place des espaces friendly pour les espaces pour les jeunes, où les jeunes peuvent se rencontrer pour des activités d'information, d'éducation et de communication en rapport avec notre thématique qui est la santé sexuelle et de la reproduction. Avec les autres membres de la communauté qui sont les leaders d'opinion, nous essaierons aussi d'organiser des séances de discussion avec ceux qui sont intéressés sur les mêmes vidéos que nous utilisons avec les parents des adolescents. Mais cette fois-là, il n'y a pas un curricula qu'il faut suivre avec les vidéos. C'est juste pour augmenter la masse critique des personnes qui ont de l'information, qui peuvent s'intéresser à la santé de la reproduction des adolescents. Voilà un peu ce que nous avons. Mais tout au long de la mise en œuvre, nous avons remarqué des acteurs importants, mais qui n'avions pas pris en compte parmi les autres membres de la communauté. Ce sont le grand frère et grande sœur de ces adolescents qui sont dans leur quartier, qui ont un rôle important et qui influencent leur comportement. Alors nous avons pour ça initié une étude que Dr Eric va devoir vous présenter dès que je finis ici. Le résultat de cette étude, c'est ce que nous pouvons faire. Voilà, merci. Merci beaucoup, Hippolyte, pour la parole. Moi, c'est Eric Mafuta, je suis médecin. Je travaille à l'école de santé publique de Kinshasa, au Kinshasa School of Public Health. J'étais responsable de l'étude sur le grand frère et les grandes sœurs. Il était question pour nous de pouvoir étudier le rôle et les fonctions sociales de ces grands frères dans les quartiers, dans le cadre de la socialisation des adolescents et jeunes. L'objectif était de comprendre le rôle des grands frères et des grandes sœurs du quartier, d'analyser les relations qu'ils ont avec les adolescents ainsi que les parents, surtout en matière de soins, de santé, de la reproduction, mais aussi d'identifier les actions que ces grands frères et grandes sœurs mènent en rapport avec les soins de santé de la reproduction. Au total, nous avons eu à mener des entretiens avec 33 adolescents âgés et jeunes, parce qu'on a eu quand même quelques-uns dont l'âge était au-delà de 19 ans. Nous avons eu 20 grandes sœurs et grands frères. Nous avons eu 10 parents et puis quelques informateurs clés, dont 3 prestataires de soins et 1 enseignant. Dia suivant. Donc, en attendant, comme résultat, nous avons perçu à travers nos entretiens qu'il y avait 2 types de grands frères et de grandes sœurs dans des quartiers. Il y a des grands frères qui sont qualifiés de bons ou de fréquentables et des grands frères qui sont qualifiés de mauvais ou de non fréquentables. Les fréquentables, c'était notamment ces grands frères qui avaient un comportement respectueux, qui inspirait confiance aux parents, mais aussi aux adolescents, parce que pour les adolescents, c'était être en mesure de garder les secrets. C'est ces grands frères-là qui donnaient des bons conseils et qui étaient eux-mêmes des modèles. Alors que le mauvais, par contre, ce sont ceux-là qui faisaient partie des bandes, des délinquants juvéniles qu'à Kinshasa qu'on appelle des Kuluna. Surtout ça, c'est souvent les garçons qui s'adonnaient à la drogue, à l'alcool, aux violences. Mais aussi, pour les grandes sœurs, c'est souvent ces grandes sœurs-là qui n'avaient pas un bon comportement sur le plan sexuel, mais également qui ne parvenaient pas à garder les secrets, donc qui étaient des commères, qui ne faisaient amener des études, des commentaires sur des autres par-ci, par-là. Nous avons voulu connaître comment est-ce que les adolescents trouvaient ou détectaient les grands frères et les grandes sœurs. La majorité ont posé les problèmes de l'âge. Donc, ils ont dit que souvent, ce sont des personnes qui sont plus âgées qu'eux, et souvent de 2 ans ou de 3 ans. Donc, vous trouverez un adolescent qui a 16 ans, il a un grand frère qui a 17 ans, 18 ans, ainsi de suite, et auprès duquel elle trouve une certaine maturité. Donc, la capacité de donner des conseils sur les choses de la vie, de les aider quand c'est nécessaire,
et qui ont un certain comportement eux-mêmes, qui fait montrer qu'ils sont fréquentables, ils sont en mesure de gérer des problèmes et auxquels ils ont confiance. Confiance et surtout, ils sont en mesure de garder des secrets. Ils ont un comportement respectueux. Donc, tout le monde dans les quartiers peut attester que cette personne est respectueuse et qu'elle a un bon comportement, ainsi de suite. Mais nous avons trouvé en plus que ces personnes-là sont en mesure de pouvoir assurer une certaine aide matérielle aux adolescents, à leur donnant un peu d'argent quand ils en ont besoin, à les assistant quand ils ont besoin de l'assistance. S'ils ont besoin, par exemple, des conseils sur tout ce qui concerne la santé de la reproduction, ils peuvent leur donner, notamment les pilules, ainsi de suite. Et par rapport aux actions que ces grands frères et grandes sœurs mènent, nous les avons regroupées en deux. Il y a les actions qui sont immatérielles et les actions qui sont matérielles. Donc, apparemment, par rapport aux critères que j'ai donnés, je peux revenir sur la même chose. Donc, nous avons des groupes des actions qui sont plus ou moins immatérielles. C'est en rapport avec, dia suivant, c'est en rapport suivant avec une certaine, un appui pour la réalisation de devoirs, pour la réalisation des examens, pour l'accompagnement dans l'éducation et dans l'instruction, souvent à la maison. Et là, on a trouvé plutôt, c'était les grands frères qui pouvaient être les plus utilisés, qui étaient cités le plus par les adolescents en termes de personnes qui les rapportent de l'aide. Mais nous avons également trouvé, sur le plan immatériel aussi, l'appui en termes de conseils sur l'identité ainsi que la solution de santé de la reproduction. Et là, ce sont les aînés qui donnent des conseils sur les choses de la vie par rapport à eux-mêmes. Ce sont des personnes qui peuvent aider, orienter l'adolescent quand il a des besoins. Ou souvent, nous avons eu des adolescents qui ont quand même une certaine vie amoureuse, qui commencent à avoir besoin de questions, poser des problèmes par rapport à la contraception, par rapport au comportement. Et ce sont ces aînés-là qui leur donnent des informations sur ces genres de questions, sur le conceptuel. Et surtout, ce sont sur des matières auxquelles les adolescents ne peuvent pas s'adresser aux parents. Ils ont dit qu'ils ont honte de s'adresser aux parents. C'est plus facile pour eux de s'adresser. Désolé, mais il restait 5 minutes. OK, merci. OK, merci. Et ce sont surtout les matières pour lesquelles ils n'ont pas la facilité de les adresser aux parents. Ils s'adressent à ces aînés-là. Et nous avons trouvé également un autre groupe, c'est ceux avec qui ils ont des engagements civiques informels, assister aux travaux dans les quartiers, supporter les activités communautaires. Et surtout, ce sont les grands frères qui sont dans ces groupes-là. Nous avons quelques illustrations ici qui sont affichées. Donc, je vous épargne de les lire, mais ça comporte plus ou moins ce que je vais de dire. Par exemple, il y a une adolescente qui a repris que l'aîné, la grande sœur lui a dit de ne pas faire confiance aux hommes parce qu'il risque de tomber enceinte. Il doit continuer plutôt ses études, de faire prudence, surtout quand ils veulent chercher des problèmes, surtout de s'abstenir. Donc, parce que c'est bon de pouvoir se protéger et penser plutôt aux études. Alors, nous avions trouvé également certains soutiens en termes d'actions immatérielles. Là, c'était juste les apports. En cas de besoin, vraiment, l'adolescent pouvait demander de l'aide à l'aîné et c'était un peu d'argent, un peu de matériel scolaire, des vêtements, des téléphones quand c'était possible. Nous avons trouvé également ceux-là qui ont demandé des questions sur la contraception et la grande sœur a donné des conseils et puis a pu donner ce qu'il avait trouvé en cas d'urgence. Donc, ce sont des actes matériels que nous avons trouvés. Et en termes de synthèse, ce que nous pourrons dire, c'est que les grandes sœurs et les grands frères, dans notre contexte, vous l'avez remarqué vous-même, je le pense, sont des sources d'information et d'orientation, de conseils. Et souvent, nous avons noté que cela est différent par rapport au sexe. Ces adolescents, souvent, selon leur sexe, se tournent vers les grands frères du même sexe pour trouver les informations sur les soins et les santé de la reproduction. Et ces grands frères donnent souvent leur propre expérience, ce qui fait qu'ils renforcent les normes, les attitudes, les normes de genre, ainsi de suite. Mais cela montre également leur rôle fondamental dans la socialisation de genre et cela montre également qu'ils peuvent orienter des jeunes dans la construction de leurs identités.
Par contre, on a trouvé qu'il y avait peu d'interaction avec les parents directement parce que, comme vous avez dit, il y a un problème de garder les secrets. Et pour nous, nous avons noté également qu'il y a un problème de connaissances. Ils n'ont pas assez de connaissances en soins de santé de la reproduction et en planification familiale. Et cela nous a poussé à faire des recommandations, notamment pour ces groupes-là, de créer des activités de manière à ce qu'on doit renforcer leur capacité à soins de santé de la reproduction en PF, sur des informations sur les appuis quand il y a des problèmes de violence sexuelle, mais aussi de pouvoir créer un espace de discussion pour le grand frère et les grands sœurs, mais aussi avec les parents et l'adolescent. Bon, ces résultats pour nous montrent que les adolescents remplissent un rôle important dans l'information des adolescents. Souvent, lorsque les parents ne sont pas à mesure ou les parents ne sont pas intéressés, ils suppléent au manque de ressources et accompagnent les adolescents. Ils sont importants pour la transition des adolescents vers l'âge adulte, mais souvent, ils manquent d'informations et ces formations doivent les combler par d'autres programmes que nous allons prévoir. Alors, au regard de ce résultat que Dr. Eric vient de présenter, nous voulons obtenir de vous, nous serons heureux d'obtenir de vous les conseils et les propositions comment prendre en compte cette catégorie dans notre modèle socio-écologique, quelles sont les actions qu'on peut mener avec eux et pour avoir plus de résultats. Voilà. Il n'y a plus de temps vraiment pour poser les questions pour cette session non plus, mais je crois qu'ils vont bientôt terminer même notre session. Mais les deux présentations, je crois que sont riches, qui posent les questions, qui nous aussi aident à voir plus large un peu les possibilités vis-à-vis de l'évaluation qui est menée par les jeunes aussi. Comment on peut engager mieux les groupes sociaux de référence qui influencent le comportement des jeunes dans les programmes de santé. Donc, je crois, je vous remercie. Toutes les présentations et les présentateurs, vraiment, vraiment intéressants, et aussi l'audience qui était avec nous. Et nous avons à la fin de chaque présentation des adresses email pour nous contacter si vous avez les questions, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps d'échanger. Je crois que Ali, ça y est. Merci Suzanne and all presenters.